Pour pouvoir s'exprimer, être libre, il fallait se battre. Pour porter des baskets, il fallait se battre. Faut faire ceci, il fallait se battre. C'était se trouver une identité. Donc son identité, quand on est perdu et qu'on n'en a pas, et ben on regarde au pied de sa porte et puis on se la fait avec ses potes. Bah là c'était pareil, c'était dans les quartiers. Donc il y a d'abord eu le nord et le sud avec les fameuses lignes de métro qui traversent tout Paris, Châtillon-Saint-Denis, qui réglaient les... Donc on avait le droit de faire des tags jusqu'à une certaine station et pas à l'autre. Et après c'était cassage de gueule. Quand des fois sur Paris, on avait des difficultés et qu'on nous cherchait trop, on se réfugiait dans nos banlieues sud, à l'Agora de Évry et à Grigny. Et là, on rappait, on délirait, tout ça. C'est quand même un milieu qui très vite a eu besoin de se faire électriser par l'intérêt qu'on lui portait. Donc qui avait besoin d'avoir une image un peu fashion, qui a développé ses codes vestimentaires et tout ça. À l'époque, les années 87, 89 et tout, il y avait le côté hardcore, revendicatif, afrocentriste qui montait un petit peu d'un côté. Et il y avait quand même un côté vachement fun, quoi, tu vois. Il y avait quand même le côté de s'éclater, de danser sur la tête, tu vois. Tout lâcher surtout, quoi. Toutes les modes au niveau des sapes et tout ce qu'il y a eu, le fait même que les jeunes aujourd'hui envoient leurs caleçons dehors et qu'ils se baladent, c'est parce qu'on avait l'habitude d'aller au commissariat et on nous enlevait nos ceintures. Après, on était déjà préparé en conséquence. Alors, on portait déjà ça, tu vois. En fait, donc c'était un mode de dire fuck the police, en fait. Voilà. Aujourd'hui, la Zulu Nation semble loin. L'argent est omniprésent dans les clips des rappeurs américains. Certains vendent 1,5 à 2 millions d'albums. Comme l'argent rentre, le style de vie devient plus extravagant. Ils font l'apologie d'un mode de vie en jean large, arrosé au champagne, fait de luxure et de luxe, où la matière grise laisse place aux billets verts. Se faire toutes les filles que tu veux, acheter tous les bijoux que tu veux. Quand tu viens du ghetto, t'as jamais vu un billet de $100, et encore moins de 300. Regarde sur MTV Cribs. Quand tu regardes ce show, où sont les livres dans les appartements et les maisons? Tu vois des piscines pour les stripteaseuses, des voitures avec des jantes à $20 000, mais personne avec un livre. Comment ça se fait? D'après moi, la structure de la société de ce pays pousse délibérément à ça. Elle se fiche des conditions de vie dans les communautés. Tout ce qui compte est l'exploitation. C'est ce que fait le capitalisme. Exploiter la misère pour de l'argent et oublier le reste. Le rap français a aussi ses rappeurs stars, ses poids lourds. Ils ne décrivent pas le même mode de vie que les Américains et ne gagnent pas autant d'argent. Ils maintiennent cependant toujours la pose de la rébellion et développent parfois une schizophrénie, fruit de propos de pauvres et d'une imagerie de riches. Je sais pas, je me vois mal à dire faire un texte et dire je suis riche, la vie elle est bien, je peux pas me prendre la tête. Franchement, sur la tête d'un mère, si j'en ai à raconter des choses comme ça, j'arrête le rap, quoi. Je vais à ma maison, disent pas de gens art. Les mecs de mon quartier sont des smicards. La plupart dealers rêvent des dollars. De nique ta mère, machin, on est au BOCES. On est maintenant acteur dans un film de Guignol à faire le mariole. Les premiers pseudo-rebelles, tu vois, NTM, Assassin, Timidé sans complexe et compagnie, c'était cette mouvance, la rebelle tatati. Mais la rebelle, regardez les rebelles, c'est les premiers chikimiki, ceux qui se moquent de la gueule de Lalanne alors qu'ils font pire que Lalanne, tu vois. Aujourd'hui, tu écoutes du rap, c'est de la soupe. C'est la même chose que tout le monde balance, et tu retrouves plus, il n'y a plus d'âme. Les gens qui ont été dedans, qui gagnent du fric, eh ben, ils n'ont plus rien à dire, ils tournent en rond le délire. Après, c'était la démarche suivante pour la génération qui est venue juste après nous. C'était plus, je vais rapper parce que je vais prendre de la maille, tu vois. C'était plus, je vais écrire un texte. Ah tiens, c'est pas j'écris ce que j'ai vraiment en moi, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire qui va plaire aux gens, quoi. T'as l'impression que le rap, finalement, c'est la nouvelle variété et ça fonctionne comme la variété. C'est-à-dire que t'as des gens qui occupent l'espace et qui l'occupent pendant des décennies et qui ne le lâchent pas, quoi. En fait, on est en train de transformer le rap en une mode. Et comme toute mode, au bout d'un moment, ça va s'éteindre.
Biatch, un terme courant dans le hip-hop et qui veut dire salope dans le texte. Une fille qui se donne en spectacle dans les clubs ou dans des vidéos de plus en plus provocantes. Un mot dur et une image avilissante de la femme à la mesure d'un rap lubrique et abrutissant. Les vidéoclips accentuent l'imagination et l'ouïe. Regarde l'album de Marvin Gaye, Let's Get It On. Tout est basé sur le sexe. Mais il n'y a pas de vidéo avec une femme agenouillée en train de le sucer. On doit donc utiliser notre imagination. Mais l'imagination des Américains est partie en fumée. Donc, on simplifie les images. C'est une salope, c'est une pute. Elle est simplement là pour me donner du plaisir. Et ces images sont censées apporter une solution aux problèmes qu'ils ont. Le cliché de la femme objet, c'est partout. C'est dans n'importe quelle civilisation, c'est dans n'importe quelle classe sociale, tout le monde. Il y a tout ce côté-là où on aimerait avoir des harems de femmes. Tu vois, tu peux pas l'enlever, ça. Maintenant, c'est un truc, je pense, qui a été surexploité chez les Américains, qui fait que ça nous a donné une image, quelque part, en France, où, oh, attention, ils aiment pas les femmes, ils les maltraitent. La tare du hip-hop, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas su comprendre que c'était un monde de mecs et de meufs et qu'à un moment donné, ça a été un univers d'hommes de façon qui sont regroupés entre eux, qui sortaient pas avec des meufs, donc ils sont devenus de plus en plus crétins, qu'on regardait la femme de loin et qui se sont mis à mal la traiter, à mal leur parler. Et moi, je trouve horrible, je veux dire, le rapport qu'a eu l'univers du rap avec les meufs. Écoute, moi, je vais te dire un truc. Tu vois, même si ça va paraître dur et macho et tout ce que les gens ils veulent, une meuf, elle a rien à faire dans le rap. C'est radical, t'as vu? Si tu regardes bien, c'est une reprise de clichés et il y a que des barbares. C'est-à-dire que quand on se tape dur. Quand on baise dur. Quand on rappe dur. Les personnes qui ont ce type de discours, j'ai plutôt tendance à penser que le modèle maternel n'était pas carré, quoi. Après tout, c'est vrai que c'est un milieu de macho. Un milieu où les gens aiment dire, oui, machin. C'est vrai. Mais c'est vraiment, il y a des homosexuels, sûrement. L'homosexualité, c'est vrai que dans le rap, c'est tabou, c'est clair. On parle pas trop ces trucs-là, parce que bon voilà, ça ressemble pas au rap et ça ressemble pas, parce que t'as vu, c'est un monde de bonhommes. Le discours révolté du rap touche la jeunesse, cœur de cible des maisons de disques. Très tôt, cette énergie est recyclée par les majors dans un nouveau marché d'abord florissant. 21 ans et déjà un contrat pour faire un disque à Londres. Assassin numéro 1, aujourd'hui comme demain. Le système anglais de White Label permet à une 45 tours d'être produit pas cher et diffusé vite dans tous les radios et tous les clubs. Si ça marche, il monte dans le chart, le top 50 anglais, et un major company l'achète. Dis donc, bonne idée, ça peut pas marcher en France, hein? À un moment donné, le rap c'était une histoire de mode. Donc toutes les maisons de disques se sont mis dans ce segment musical. Et l'erreur, c'est que tout le monde a signé et n'importe quoi et n'importe comment. Sébastien Farran, ex-manager de NTM et Assassin, aujourd'hui associé de Joey Starr, dénonce l'incompétence des directeurs artistiques dans les maisons de disques. Le problème qu'il y a, c'est pas au niveau le plus haut hiérarchique pour moi, mais plutôt au niveau intermédiaire, où à un moment donné, on ne demande pas à des gens dont la passion est la musique de devenir des businessmen, on demande à des businessmen de venir travailler dans la musique. On a pensé pouvoir imposer notre différence au sein de ces maisons de disques. C'était trop pour eux. On était trop différents pour eux, à tout point de vue. On a une barre mythique qui est passée sur chaque album au disque d'or, c'est-à-dire que si tu regardes bien, tu n'as même plus de mérite à vendre 30 000 disques, alors qu'auparavant, quand à l'époque la Clica sortait leurs premiers albums, vendre 20 000 ou 30 000 disques, c'était énorme. C'était déjà vraiment un grand pas dans le rap français. T'as quand même une attente de résultats super rapide, avec une médiatisation super rapide, avec l'ultime média qui est Skyrock, de passer à Skyrock, et ensuite il y a comme ça qu'on peut vendre des disques. Certes, si un disque rap entre dans les charts, c'est qu'il a d'abord plu à Skyrock et à son tout-puissant programmateur Laurent Bounot, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Si Skyrock et Laurent Bounot aiment, bingo. Si Skyrock n'aime pas, le produit est abandonné et l'artiste avec. Ce qui fait le goût Skyrock, un mélange de passion et d'intérêt commercial, avec quand même beaucoup d'intérêt commercial. Skyrock, je crois que c'est juste, c'est l'histoire du capitalisme. C'est tout. À un moment donné, qu'il peut y avoir quelque chose qui a du sens, qui représente quelque chose de vrai pour une micro-niche. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il peut y avoir un impact commercial, c'est-à-dire qu'on peut vendre des disques, générer de l'argent, même si c'est des gens qu'on considérait comme des petits diables et qu'on laissait pas rentrer dans ces locaux 3 mois. Du jour au lendemain, quand on a décidé que ces gens-là pouvaient représenter des zéros sur le compte en banque, eh bien voilà, on les a pris, on a capitalisé. Du jour au lendemain, on est devenu, oui, supporters d'une culture, on la défend. Il y avait que des intérêts commerciaux là-dedans. C'est bien Stormy, Bugsy et Sophie, tous les 15 jours, tous les lundis enfoirés. Vas-y Snoop, y'a pas. Il n'y a pas de débat, hein. Franchement, il n'y a pas de débat. C'est un gars qui fait de l'audimat. Si on lui dit tu joues ce disque-là, il y a plus de gens qui vont t'écouter, donc il y a plus de publicitaires qui vont prendre de la pub et te donner des sous. Et tu prends des parts de marché. Parce qu'il y a des groupes au-dessus qui te disent qu'il faut que tu prennes des parts de marché. Si demain il fallait jouer un style de rap plus radical, parce que ça ferait vendre plus de disques, il jouerait du rap plus radical. J'ai l'impression que le rap, personne ne veut vraiment reconnaître que c'est un genre musical qui commence un petit peu à prendre de la place en France. En tout cas, on le reconnaît tous les soirs dans Planète Rap entre 20h et 21h et je pense que c'était bien de parler de cette histoire ce soir aussi dans l'émission. Moi je dis, faut aller plus loin Skyrock, appelez-vous Skyrap. Il s'est pas pris la tête à s'appeler Skyrap parce qu'il sait que pour lui, c'était un petit coup, tu vois, un petit coup qui dure un peu de temps, c'est vrai, mais voilà, il a pas pris de risque à changer le nom de la radio, donc ça veut tout dire. Baïès de Menace Records fait partie de ceux qui optent pour une méthode radicale lorsqu'il s'agit de parler à Laurent Bounot. Bonjour. Est-ce que je peux avoir monsieur Laurent Bounot? C'est monsieur Baïès de Menace Records. Ne quittez pas. Ok. Je vous dirais que c'est Baïès. Je vais le défoncer un de ces 4 matins. Mais pourquoi? Parce que Gros Cul a refusé de me prendre au téléphone. Pas coulant non plus, Joe Dalton des Black Dragons aime à se déplacer en personne. Donc moi j'étais à Skyrock, j'étais voir Bounot, j'ai vu ce gars-là, il était là, tout ça. Et j'ai dit écoute mec, soit tu dis que t'aimes pas notre truc, tu nous le dis cash, soit tu passes quoi, tu commences pas à nous apprendre à être ce qu'on est. Je vais pas changer ma couleur pour toi, tu vois ce que je veux dire. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non mais moi j'aime bien Daddy, tout ça, la clica. Je vais le passer le morceau, vous allez voir. Et il a passé. Aux États-Unis, le marché est prospère et l'argent circule sans complexe. Les labels indépendants négocient avec les majors qui négocient avec les radios. Cette situation entraîne quelques polémiques. La dernière en date, les Playolas, ces DJ qui n'hésitent pas à prendre de l'argent des labels pour passer un disque en radio ou en soirée. Les jeunes, qui sont les futures stars du hip-hop, ne peuvent pas réussir dans le rap s'ils ne sont pas affiliés à un réseau. Il faut tout faire pour y parvenir. J'étais DJ à l'époque où personne ne pouvait percer dans le hip-hop. De nos jours, les DJ ne peuvent même plus jouer leurs titres, parce que le directeur de programme, les patrons demandent de jouer des hits qui sont déjà en radio. Tout est corrompu. Je te file un billet de $500 dans la poche, ça sera plus facile pour toi d'être d'accord avec moi. C'est comme ça que le système fonctionne. Ça fonctionnait comme ça à l'époque de James Brown et de Chuck Berry. C'est le système. Je me plains plus du fait que les rappeurs essayent de payer pour faire passer leurs disques et que leurs disques ne soient toujours pas joués. Je pense que s'ils payent, ils doivent être joués. Sur Skyrock, les échanges ne sont pas si simples. On peut juste être sûr d'une chose, la playlist ne peut pas se décider sans l'aval des services commerciaux et publicitaires. J'ai un disque qui est prêt à sortir. Je suis une major. Je dis à Skyrock, écoute, c'est simple. Moi, je te fais acheter des spots, des écrans publicitaires. En contrepartie des écrans publicitaires, toi, on fait un partenariat. Tu me mets des spots sur ta radio et tu me mets en playlist, haute rotation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les patrons de maisons de disques, généralement, ils ont des contrats de 3 ans. Donc le but, c'est d'améliorer le chiffre d'affaires et d'essayer d'engrainer le plus de bénéfices. Donc à un moment donné, ils arrivent à avoir des deals avec des radios, oui.
Et normalement, avec les accords qu'on a eu avec Skyrock, avec des enveloppes en tout tas, parce qu'il paraît qu'on fait ça, nous. Parce que je veux dire. Bah, moi, ça se passe à un autre niveau. Hein. Moi, j'ai rien touché, mais si tu veux me balancer une petite enveloppe, allons-y. Non, les enveloppes, c'est Benjamin. C'est Virgin, les enveloppes. Nous, on fait que des choses propres. Radio Génération diffusait du rap bien avant Skyrock. Spécialisée hip-hop et largement ouverte aux labels indépendants, ses recettes publicitaires et son audience sont en hausse. Pour Christophe Nenny, programmateur, les accords entre Skyrock et les majors sont une évidence. Tout le monde le sait. Tout le monde sait quoi? Qu'il y a des affinités, comme tu dis, entre la publicité et la playlist. En fait, ils partent sur le principe de la valorisation brute. Et c'est de l'échange d'images. Et puis une partie toujours en cash. Comme dans la variété, le rap s'est plié aux fermes suggestions des radios qui le diffusent. Cette pratique s'appelle le formatage. Quand un groupe est aujourd'hui dans un studio va sortir un album, on va faire